à tous, je me présente, Marion Desfachel, je suis candidate au doctorat à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Je suis également présidente et bénévole pour l'association Callisto. Mes champs d'intérêt, en fait, moi je me suis spécialisée dans les femmes qui agressent sexuellement et notamment donc sur la codélinquance sexuelle, donc les femmes qui agressent sexuellement en compagnie de leur conjoint, qui est d'ailleurs le sujet sur lequel j'ai fait ma maîtrise avec Franca Cortoni. Et donc aujourd'hui je vais vous parler du couple infernal quand la violence sexuelle se passe en duo. Donc tout d'abord, il convient de préciser de quoi on parle lorsqu'on parle de codélinquance sexuelle. Parce qu'en effet, il existe plusieurs formes de codélinquance. Vous le savez, d'un point de vue légal en France, on considère comme codélinquance la personne qui commet les mêmes actes, mais aussi la personne qui facilite les actes. Donc, qui est présente, qui n'arrête pas, ou qui facilite. Donc finalement, en termes de codélinquance sexuelle, on va avoir des femmes qui savent que des abus ont lieu, mais qui ne vont rien dire. On a aussi des femmes qui vont faciliter les faits, mais qui elles-mêmes ne posent aucun geste sexuel. Et on va finalement avoir les femmes qui prennent part aux agressions et donc qui posent des gestes sexuels. Donc, du point de vue légal, toutes ces femmes sont considérées comme des codélinquantes. Et on va potentiellement pouvoir les retrouver dans les prisons. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes qui avaient facilité les agressions, mais qui n'avaient jamais posé de gestes sexuels. Et pourtant, elles sont condamnées comme des délinquantes sexuelles. Cependant, au niveau de la recherche, ce sur quoi vraiment on va se focaliser, ce sont uniquement les femmes qui vont prendre part aux agressions, puisque justement, on s'intéresse aux délinquantes sexuelles, c'est-à-dire aux personnes qui ont un comportement sexuel déviant. Et donc, bien évidemment, dans cette présentation, ce sont sur ces femmes-là que l'on se concentrera. La codélinquance sexuelle chez les femmes, il faut noter que environ un tiers des femmes qui commettent un délit sexuel, le font dans le cadre d'une codélinquance. Selon les dernières études, on serait d'ailleurs à peu près à 38%. Également, ce qu'il faut noter, c'est que la codélinquance est une caractéristique qui est propre aux femmes. Les hommes agressent peu dans le cadre d'une codélinquance. Les délinquants sexuels vont majoritairement et presque exclusivement, finalement, commettre leurs délits seuls. Enfin, au niveau des complices, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que ce sont majoritairement des hommes et souvent le conjoint de la femme. Dans 8 cas sur 10, la codélinquance est hétérosexuelle, c'est-à-dire un homme avec une femme. Les duos féminins sont très rares. Également, dans la majorité des codélinquances, on parle de 2 personnes, on parle d'un couple. Les codélinquances à plus de 2 personnes sont relativement rares et plus souvent, en fait, on parlera dans ce cas-là de viol collectif et donc de tournante. Mais ce sont des phénomènes qui, s'ils existent, sont quand même relativement rares lorsqu'ils incluent une femme. Donc, ces femmes, qui sont-elles ? Donc, qui sont nos délinquantes sexuelles ? Tout d'abord, il faut noter qu'elles ont peu d'antécédents criminels adultes, mais aussi à l'enfance. Donc, on n'est vraiment pas sur des femmes qui sont criminalisées. Finalement, la délinquance sexuelle constitue le seul délit qu'elles vont avoir fait. Au début des faits, on estime que ce sont des femmes qui ont environ une trentaine d'années, d'accord ? Mais si on regarde l'âge auquel elles sont arrêtées, on est plus aux environs de 40 ans. Ce qui montre bien finalement que les agressions sexuelles ont lieu de manière répétée sur une longue période de temps. Moi personnellement, ce que j'ai pu voir, c'est, alors oui, on a des femmes qui commettent un délit unique, donc une seule agression sexuelle, mais dans la majeure partie des cas, on est sur des délits qui sont répétés, puisqu'en effet, comme vous le voyez, donc les enfants des femmes sont les principales victimes. Donc finalement, les agressions sexuelles, comme elles ont lieu dans un milieu intrafamilial, elles ont tendance à se répéter sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, et en fait jusqu'à ce qu'il y ait souvent une dénonciation, ou alors que l'enfant soit majeur et quitte la famille. Donc, je viens de vous le dire, les enfants des femmes sont les principales victimes. Si on regarde les femmes qui agressent seules, elles agressent plutôt des connaissances. Et dans la majeure partie des cas, les victimes des codélinquantes sexuelles sont des filles, tandis que pour les femmes seules, ce sont des garçons.
Quant au conjoint, il faut noter que dans la majorité des cas, il est le père d'au moins un des enfants qui aura été agressé sexuellement. Si on regarde les caractéristiques de ces femmes, qui sont-elles finalement? On va remarquer une socialisation primaire qui est faite dans un environnement dysfonctionnel. On va retrouver de la pauvreté avec des parents qui sont sans emploi ou avec des emplois précaires et souvent une mère femme au foyer. On va aussi remarquer des problèmes de consommation au niveau des parents, des relations difficiles entre la femme et sa mère, alors qu'au contraire, le père est parfois idéalisé. Je parle d'idéalisation parce que parfois le père peut être l'auteur de violences physiques sur la femme ou de mauvais traitements de manière générale, mais la femme a tendance à passer outre finalement ces violences subies par le père et à l'idéaliser. Les négligences et les victimisations, il y en a, il faut le reconnaître, mais dans moins d'un tiers des cas. Donc moins d'un tiers des délinquantes sexuelles sont des femmes qui auront été vécues une victimisation au cours de leur enfance. Au cours de cette période, on va aussi remarquer un sentiment de ne pas être aimé et d'être rejeté de la part de leurs parents. On est sur des femmes qui ont une faible scolarité, la plupart d'entre elles n'avaient pas de diplôme, et un nombre finalement assez important d'entre eux, on est presque à 50%, étaient allés dans un IME. On remarque aussi un faible quotient intellectuel chez ces femmes, et eh bien, logiquement, vu qu'elles ont une faible scolarité, elles sont souvent à l'âge adulte sans emploi ou avec un emploi précaire. Ce qu'on va remarquer, c'est que de manière générale, les femmes vont présenter des difficultés, des vulnérabilités dans différentes sphères, c'est-à-dire les sphères émotionnelles, personnelles et sociales, avec une pauvre estime d'elles-mêmes, des problèmes de santé mentale, notamment de la dépression et des problèmes de consommation de drogue ou consommation d'alcool. Et on va aussi remarquer qu'elles sont socialement isolées, c'est-à-dire qu'elles ne sortent pas et n'ont pas de hobby. En fait, elles ont peu d'occasions de se socialiser finalement à l'extérieur. Quand elles ont des amis, on va remarquer que ce sont souvent des pères qui sont déviants, c'est-à-dire des gens qui sont soit criminalisés, soit qui ont également des problèmes de consommation, etc. De manière générale, des gens qui évoluent finalement dans le même type d'environnement. Finalement, en fait, toutes ces difficultés, toutes ces vulnérabilités, elles vont pousser la femme à rechercher l'amour et l'attention à travers des relations de couple, et elles vont finalement être à la recherche d'un protecteur. Au niveau de leur historique de relations amoureuses, il faut reconnaître que ce sont des femmes qui ont des relations longues. On est sur des femmes qui, souvent, entretiennent des relations soutenues et sérieuses. En revanche, il faut noter qu'elles présentent une forme d'incapacité à être seules. C'est-à-dire que dès qu'une relation se finit, dans les mois ou dans les semaines qui suivent, une nouvelle relation sérieuse va voir le jour. Et également, ce qu'on remarque, c'est que les grossesses sont relativement rapides. C'est-à-dire que dans un délai d'1 an ou 1 an et demi de relation, il y a une grossesse qui est mise en place. Au niveau des couples, qui sont ceux de ces délinquantes sexuelles, on va remarquer des relations qui sont abusives, avec des victimisations physiques, plus rarement des victimisations émotionnelles ou sexuelles, et il faut noter qu'on n'est pas nécessairement dans le cadre de violences conjugales. C'est-à-dire qu'on est parfois dans le cadre de conflits conjugaux, c'est-à-dire que la femme porte des coups et que le conjoint porte également des coups. Ensuite, on est aussi dans un environnement qui est précaire, avec un couple relativement pauvre, où les deux sont au chômage ou avec des emplois très précaires. Le couple vit majoritairement des aides sociales, des problèmes d'alcoolisme et encore une fois de l'isolement. Sur le plan de la parentalité, on va mettre en avant des pratiques parentales qui sont inadéquates, avec des violences physiques à l'égard des enfants, que ce soit de la part du conjoint ou aussi de la part des femmes, et surtout une difficulté à tenir compte du bien-être des enfants. La femme va être centrée sur ses propres besoins et finalement elle ne perçoit pas la protection de l'enfant comme étant de sa responsabilité. Plutôt, la femme va avoir tendance à se placer sur un pied d'égalité avec lui,
des petites phrases qu'on peut entendre qui vont témoigner de ça. Ce sont des femmes qui vont dire que leur fille, par exemple, est leur meilleure amie. Voilà. Ou dans le cadre d'enfants qui sont abusés sexuellement, parfois on va voir une forme de jalousie finalement de la femme envers sa fille qui est victime d'agression sexuelle. Comme si en ayant des relations sexuelles sous la contrainte avec le conjoint de la femme, la victime venait prendre la place de la femme. Et donc, cette femme va ressentir de la jalousie. Et donc, eh bien, tout ça va faire en sorte que les barrières générationnelles, finalement, sont assez floues. La femme ne prend pas sa place de mère, et l'enfant n'a pas sa place d'enfant. Et en fait, toute cette situation-là, la femme semble l'accepter. Elle ne fait rien pour la changer. Donc ça, ce sont les relations conjugales de la femme de manière générale, mais avec le conjoint codélinquant, on va retrouver plusieurs éléments qui sont vraiment spécifiques. D'abord, le fait que le conjoint va être perçu comme un protecteur. Et en fait, la femme va lui céder, souvent volontairement, le contrôle de sa vie. Parce que, je vous le disais, elle est à la recherche d'amour et d'attention et de quelqu'un qui va finalement prendre soin d'elle. Donc quand elle rencontre son conjoint codélinquant, elle lui cède le contrôle de sa vie, mais ça va aboutir au fait qu'elles vont se retrouver dans un état d'isolement qui est accru et dans un état de dépendance affective en comparaison de leurs anciennes relations. Également, on va remarquer que dans le couple codélinquant, on retrouve des pratiques sexuelles qui vont être non conventionnelles, comme de l'échangisme, du voyeurisme, ou des pratiques qui peuvent être assimilables à du BDSM. Si on regarde maintenant au niveau de l'agression en soi, on va remarquer que les abus sont souvent initiés par le conjoint, mais pas toujours. Parfois, c'est la femme qui va proposer à son conjoint d'agresser sexuellement. D'ailleurs, parfois, même si c'est rare, ces femmes vont agresser sexuellement seules avant de proposer au conjoint d'agresser sexuellement avec elles. Là où il faut faire attention, c'est que ce n'est pas parce que le conjoint instigue les agressions sexuelles que ça veut dire que les femmes sont contraintes d'agresser sexuellement. D'ailleurs, pendant longtemps, on a pensé que les femmes étaient contraintes par leur conjoint d'agresser sexuellement. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que finalement, cette idée de femme contrainte rentre en conformité avec nos stéréotypes de genre. La femme est bonne, c'est une mère de famille, elle est une attitude maternelle, maternante, elle ne veut que le bien des enfants. Donc tout ça, l'idée d'une femme qui agresse sexuellement vient un petit peu volontairement, vient en opposition finalement avec tous nos stéréotypes de genre. Et également, si vous écoutez les délinquantes sexuelles, c'est ce qu'elles vont vous dire, qu'elles ont été contraintes. En creusant un petit peu, si on regarde leur discours qui est quand même souvent il y a de nombreuses incohérences, si on regarde les déclarations des victimes, les déclarations du codélinquant et parfois même les déclarations des femmes lorsqu'elles ont été arrêtées, eh bien on se rend compte que non, toutes les femmes n'ont pas été contraintes finalement à agresser sexuellement. Oui, certaines l'ont été, mais ce n'est pas le cas de toutes ces femmes. D'ailleurs, on va remarquer que lors de la première agression, seule la moitié des femmes étaient contraintes à agresser sexuellement. Et quand on parle de contrainte, on ne parle pas uniquement d'une contrainte physique. Parfois, il y a une contrainte finalement qui est plutôt psychologique. Et c'est d'ailleurs le cas dans la majorité des cas de contrainte, c'est une contrainte qui est psychologique. D'ailleurs, on le voit un petit peu au niveau des motivations des femmes. Quand je parle de se protéger, c'est se protéger de peur d'être battue, d'être violée, d'être prêtée à d'autres hommes. Et ça va finalement refléter un petit peu parfois un climat d'emprise que l'homme peut avoir sur sa conjointe. Mais parmi les autres motivations, on a aussi le fait de faire plaisir au conjoint, de peur d'être rejeté ou abandonné, ou encore l'échange de services. Par exemple, agresser sexuellement pour que le conjoint soit d'accord d'avoir des relations sexuelles avec elle en dehors des agressions sexuelles. Ou encore pour se sortir d'une situation financière difficile, des femmes qui vont finalement prostituer et agresser sexuellement de leurs enfants en l'échange d'argent ou de denrées alimentaires. Également, c'est peu noté, et je n'en ai moi rencontré qu'une,
de femmes qui semblaient faire ça par gratification sexuelle. Ensuite, au niveau de leur niveau d'implication, donc 3 niveaux, on a des femmes qui sont passives, donc qui regardent, qui vont faciliter mais qui ne vont poser aucun geste, des femmes qui sont dirigées, c'est-à-dire qui exécutent les gestes que leurs codélinquants vont leur dire de poser, et on a des femmes qui sont actives, c'est-à-dire qui agissent de leur plein gré et sans aucune indication de leurs codélinquants. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'en fait, finalement, au fil du temps, la coercition va, dans certains cas, disparaître. C'est-à-dire des femmes qui étaient à l'origine contraintes par leurs codélinquants d'agresser, vont par la suite, au fil des agressions, agresser sans aucune contrainte. Donc logiquement, le niveau d'implication va aussi changer. On a des femmes qui auparavant n'allaient que regarder les agressions, qui vont finir par y participer, parfois librement, et on a aussi des femmes qui vont aller jusqu'à agresser sexuellement seules. C'est-à-dire qu'au départ, l'agression sexuelle avait lieu à 2, finalement, dans le couple, et la femme, au bout d'un moment, se met à agresser sexuellement toute seule. Donc là, moi, j'avais mis en place 3 profils qui émergent finalement des recherches. 3 profils types, entre guillemets, bien que certaines femmes rentrent dans certaines catégories et répondent à certaines caractéristiques et pas à toutes, parce qu'il n'existe pas un profil de codélinquante sexuelle, on n'a pas un profil de femme, mais on en a plusieurs. Je vous laisserai le regarder. En conclusion, ce qu'on va remarquer, c'est que ces femmes, ces codélinquantes sexuelles, trouvent en leur conjoint codélinquant un protecteur à qui elles vont se dévouer. Le mode de vie du couple va favoriser finalement la mise en place d'un climat qui est propice à l'inceste, donc notamment, je vous le disais, avec des barrières générationnelles qui sont relativement floues. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que, je l'ai noté, coercition un jour ne veut pas dire coercition toujours. C'est-à-dire que des femmes qui d'abord étaient contraintes à agresser sexuellement peuvent ne plus l'être par la suite et agresser par elles-mêmes. Également, on a de nombreuses femmes qui ont d'abord agressé en couple avant de continuer seules. Finalement, le fait que dans la majorité des premières agressions, les femmes aient été contraintes, laisse suggérer que ce serait le conjoint qui serait la cause de l'agression. Dans la majorité des cas, c'est lui qui propose d'agresser sexuellement, et ça viendrait vouloir dire qu'à la base, la femme ne voulait pas agresser sexuellement. Sauf que, il faut noter encore une fois que la moitié d'entre elles n'étaient pas contraintes et ont consenti librement à agresser. En outre, parfois, la coercition s'en va, comme je viens de vous le dire, et qu'en plus de ça, parfois, elles se mettent à agresser seules, ou même, j'ai pu le voir, à répéter des agressions sexuelles avec leur nouveau conjoint. Donc tout ça vient un peu mettre à mal le cliché de la femme qui serait victime de son conjoint. Et pour les femmes qui vont continuer à agresser sexuellement seules, ou pour qui le niveau de coercition va finalement disparaître, on peut se poser la question. Est-ce que c'est le fait de commencer à commettre des agressions sexuelles en couple qui a finalement fait naître chez elles un intérêt pour ces relations déviantes, en termes ou de gratification sexuelle ou de plaisir émotionnel, ou finalement, est-ce que le conjoint n'aurait fait que révéler et légitimer leur intérêt sexuel avec les enfants, donc qui aurait déjà été là, finalement. Un intérêt qui était présent, mais qui ne s'était pas manifesté par le passé. Donc si je dois conclure très rapidement, on me demande souvent si les femmes qui sont délinquantes sexuelles sont auteurs, complices ou victimes. Eh bien, dans les faits, ce qu'on remarque, c'est qu'elles peuvent être les 3. Il n'y a pas un profil type de femmes délinquantes sexuelles, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une femme délinquante sexuelle, il y a des femmes délinquantes sexuelles qui ont des profils différents.